ce message est important parce que cela montre bien au monde arabe que, eh bien, à la fois, ils ne peuvent pas compter sur une administration américaine qui va lâcher Israël, mais d'un autre côté, ils savent que cette administration, tout en soutenant complètement Israël, peut aussi mettre des limites, met des limites. Et je pense que psychologiquement, cela a non seulement contribué au accord de cessez-le-feu avec le Hamas, mais ça peut contribuer également à l'élargissement du processus de normalisation dans la région. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine bimensuel d'analyse géostratégique au plan régional qui s'intitule Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec comme thème inévitable en ces jours historiques la nouvelle donne générée dans toute la région par ce qu'on pourrait appeler l'effet Trump, qui s'est traduit tout simplement par la libération de 20 otages israéliens encore vivants, retenus à Gaza depuis 2 ans, et aussi par la tenue le jour même, la semaine dernière, du sommet de Sharm el-Sheikh en Égypte. Pour débattre de ce sujet avec nous en ligne, Emmanuel Navon. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous êtes un politologue israélien, expert en politique étrangère. À ce titre, vous enseignez les relations internationales à l'université de Tel Aviv et puis vous êtes expert au JCSS, le Centre de Jérusalem de stratégie et de sécurité, qui est un think tank très important en Israël. Alors, rentrons dans le vif du sujet. En tant qu'expert en affaires régionales et proche-orientales, avez-vous été, ça c'est une question un peu disons personnel, avez-vous été surpris par le fait que le Hamas ait finalement accepté de libérer en une seule fois tous les otages israéliens vivants qui, aux yeux de nombre d'analystes régionaux, israéliens et moyen-orientaux, constituaient apparemment sa dernière carte dans leur combat contre Israël? Alors, je pense que la décision du Hamas de se défaire de ses otages vivants a une explication, des explications en tout cas. D'abord, le fait que le Hamas était menacé dans son existence même par l'avance de l'offensive israélienne dans la ville de Gaza. C'est-à-dire que dès l'instant où Israël avait commencé à entamer son opération d'envergure dans la bande de Gaza, en sachant que cela comportait des risques pour les otages israéliens, le Hamas a compris qu'Israël était prête à aller jusqu'au bout, il faut bien le dire, voire à sacrifier les otages ou une partie des otages. Donc le Hamas savait que d'une certaine manière, tout était perdu ou quasiment perdu pour lui, si effectivement Israël allait de l'avant avec cette opération militaire. À côté de cela, il y avait aussi l'énorme pression effectuée par les patrons du Hamas, à savoir le Qatar et l'Égypte, et la Turquie, par le biais des États-Unis. C'est-à-dire que dès l'instant où Donald Trump a d'une certaine manière exigé des Turcs et des Qataris d'exiger du Hamas de rendre les otages, moyennant, il faut bien le dire, des avantages certains pour le Qatar, en particulier cette déclaration américaine que toute future attaque israélienne sur le Qatar serait considérée comme une atteinte à la sécurité nationale des États-Unis. Et puis n'oubliez pas que dans le plan de Trump, il y a quand même un article, l'article 19 si je ne m'abuse, qui parle d'un éventuel État palestinien. Donc il y a eu des concessions américaines vis-à-vis du Qatar et de la Turquie, moyennant une pression énorme, voire des menaces de ces deux pays vis-à-vis du Hamas, plus la menace de cette opération militaire israélienne dans la ville de Gaza qui commençait véritablement à avancer. Donc je pense que le Hamas a compris qu'à ce stade, il n'avait plus rien à gagner et donc a tout simplement cédé. Est-ce à dire que, comme l'ont expliqué certains, que la carte ultime, fatidique des otages s'est transformée tout d'un coup en étel, comme on dit en hébreu, en fardeau, et tout d'un coup il y a eu un switch dans l'utilisation par le Hamas de cet outil de pression? Je ne dirais pas cela. Je m'en tiens à mon analyse que je viens de développer. Je pense que du point de vue du Hamas, les otages ont toujours été une forme de protection vis-à-vis d'Israël. Simplement, on était arrivé au point, comme je l'ai expliqué, où finalement, en gardant les otages comme boucliers,
eh bien, le Hamas prenait le risque de tout perdre. Alors, encore une fois, une autre question qui a trait aux analyses qui ont cours ces derniers jours face à ces journées historiques. Est-ce que vous partageriez l'analyse assez optimiste, il est vrai, de certains experts israéliens et régionaux annonçant que le monde arabe sunnite, c'était une formule qu'on a vu revenir dans les titres de presse et dans certaines analyses, avait décidé ou aurait décidé cette fois de se débarrasser du Hamas? Vous parliez de la Turquie, du Qatar. Est-ce que le monde arabe considère désormais le Hamas comme un fardeau? D'abord, ça dépend quel pays. L'Égypte d'Al-Sisi, oui, il considère le Hamas comme une menace, puisque Al-Sisi, je vous le rappelle, est venu au pouvoir par un coup d'État qui a renversé le régime des Frères musulmans. Et le Hamas fait partie de la mouvance des Frères musulmans. L'Égypte, donc on en a parlé, la Jordanie également considère les Frères musulmans et le Hamas comme une menace. Mais ça n'est évidemment pas le cas de la Turquie, qui n'est pas un pays arabe, mais un pays musulman. Et ça n'est pas le cas non plus du Qatar. Ces deux pays sont des soutiens du Hamas. Donc cela dépend de quel pays on parle dans la région. Il y a des pays effectivement qui considèrent le Hamas comme une menace et d'autres au contraire qui le considèrent comme un alter ego idéologique, ce qui est évidemment le cas du Qatar et de la Turquie. Alors, quelle est, selon vous, l'importance dans ce contexte de changement, de revirement, ces journées qu'on qualifie d'historiques, quelle est l'importance du sommet tenu mardi dernier à Sharm el-Sheikh, en Égypte, qui réunissait justement les principaux pays sunnites de la région, dont la Turquie, vous l'avez dit, les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Arabie saoudite, aux côtés des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France? Est-ce que c'est un sommet qui fera date, d'après vous? C'était à mon sens un sommet spectacle. C'était pour Donald Trump, c'était de la diplomatie spectacle. Rien de concret n'est véritablement sorti de ce sommet. C'était une façon pour Donald Trump de s'afficher comme effectivement le leader dans la région, le seul pays qui a réussi à faire la différence. Contrairement, vous remarquerez l'absence évidemment de la Russie et de la Chine, qui sont deux acteurs mondiaux importants et également dans la région. Donc c'est une façon pour Trump de dire que c'est lui qui tient la région, avec ses alliés qui ont d'ailleurs eux-mêmes des intérêts contradictoires. On vient de parler des contradictions entre l'Égypte, la Jordanie d'un côté et la Turquie et le Qatar de l'autre. Plus des pays européens qui entre eux-mêmes sont d'accord sur très peu de choses. Vous aviez à ce sommet des dirigeants comme Viktor Orban, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni et Keir Starmer. On sait très bien qu'entre eux, ils sont d'accord sur quasiment rien. Donc Trump, c'était plus, comme je l'ai dit, un événement spectacle pour Trump, pour bien marquer que c'est lui qui avait mis fin à la guerre et que les États-Unis avaient un rôle de leadership dans la région et dans le monde, d'où l'exclusion très remarquée, comme je l'ai dit, aussi bien de la Chine que de la Russie. Alors, parenthèse sur ce sommet qui ne fera pas vraiment date, comme vous venez de l'expliquer, il y a tout de même à nouveau ce que certains éditoriaux français, éditorialistes français, ont appelé une nouvelle humiliation du président Macron par Donald Trump. Est-ce que c'est aussi ce que vous pensez, que sa manière de lui tenir longtemps la main et de ne pas, finalement de le considérer de haut, c'est oui un signe de désapprobation de la politique française? On sait très bien qu'il y a un désaccord américain avec l'initiative de Macron avec l'Arabie saoudite à l'ONU sur la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien. Mais Macron n'a pas besoin de Trump pour être humilié et ridiculisé sur la scène mondiale. Il le fait très bien lui-même. Je veux dire par là, il a ramené la France à la 4e République en termes d'instabilité gouvernementale. Il a entraîné la France dans des déficits budgétaires complètement hors de contrôle. Et puis, sa voix sur la scène mondiale n'est pas en vérité écoutée. Alors oui, quand il déclare à l'ONU, il y a à peu près un mois, je reconnais la Palestine, il a les applaudissements du tiers-monde et du monde arabe, d'accord. Et alors, au bout du compte, cette reconnaissance par la France, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et la France n'a fait que s'aliéner
Israël sans créer de véritables alliances dans la région, puisque même si l'Arabie saoudite s'est joint à l'appel d'Emmanuel Macron, l'Arabie saoudite sait très bien que seuls les États-Unis et non la France peuvent lui donner des garanties sécuritaires face à l'Iran et peuvent lui fournir les investissements technologiques dont elle a besoin pour diversifier son économie. Donc je dirais presque que c'est presque par politesse que Mohammed Ben Salman a abondé avec Emmanuel Macron sur son initiative, mais en réalité, MBS n'attend rien de la France. Et donc finalement, la voix de la France dans cette conférence était véritablement minime. Encore une fois, je pense que le président Trump, plus exactement, je pense que Emmanuel Macron n'a pas besoin de Trump pour véritablement faire de la France la voix qu'elle n'est plus aujourd'hui. Alors, pour venir un petit peu aux choses sérieuses, concernant tout ce processus, pensez-vous que Trump va pouvoir assumer dans les faits et sur le terrain ce qu'il répète et a répété ces derniers jours, à savoir que le Hamas devra être désarmé en application directe du dernier accord qui a été donc signé par Israël et le Hamas, qui a permis la libération des otages. A-t-il les moyens de ces déclarations, Trump ? La question est de savoir qui va désarmer le Hamas. Et ça, c'est un grand point d'interrogation. On sait que des pays tels que l'Indonésie et le Pakistan vont soi-disant envoyer des troupes dans la bande de Gaza. Est-ce qu'on imagine véritablement que ces deux pays musulmans vont confronter les forces du Hamas? On est en droit d'en douter, sans parler de l'autorité palestinienne qui elle-même s'est fait complètement éliminer par le Hamas et de façon violente en 2007. Les États-Unis ont déjà indiqué qu'ils n'enverraient pas des troupes américaines pour confronter le Hamas. L'armée israélienne est encore présente dans une partie de la bande de Gaza. On ne voit pas, hormis l'armée israélienne, qui aurait la volonté et la capacité d'affronter le Hamas pour lui imposer une véritable démilitarisation, un véritable désarmement. Surtout, en ces journées où il pavane avec des hommes en armes, à propos desquels on a cité des chiffres fantaisistes. Il y aurait à nouveau entre 7 000 et 70 000 hommes en armes à Gaza. Je ne sais pas où est la vérité, mais en tout cas, quand on a posé la question il y a quelques jours à Trump, lors de différentes conférences de presse, une journaliste qui posait cette question, est-ce que vous allez tenir cet engagement, lui dit, mais comment vous allez le faire? Et il lui a répondu de manière fort habile que ce n'était pas le lieu où il allait pouvoir exposer ses plans. Mais est-ce qu'il a un plan pour ça? Personne ne le sait. Oui, non, exactement. C'est encore une fois, le désarmement du Hamas, évidemment, fait partie du plan Trump. Mais comme je l'ai dit, hormis l'armée israélienne, on ne voit pas exactement qui a la capacité et la volonté de le faire, alors même que l'armée israélienne s'est retirée d'une partie de la bande de Gaza jusqu'à la fameuse ligne jaune. Et il est clair que le Hamas se reconstitue progressivement dans ce territoire, entre autres en éliminant de façon brutale, telle que le Hamas sait le faire, toutes les forces qui se sont opposées, qui s'opposent au Hamas dans la bande de Gaza. Alors cette question déterminante du désarmement du Hamas, qui est l'un des objectifs, en tout cas l'élimination de Hamas comme menace militaire et politique, un des objectifs, un des deux grands objectifs de cette guerre qui dure depuis 2 ans. Alors est-ce que ceci ajouté en plus au fait que le Hamas tergiverse avec l'application de l'accord concernant le retour des otages qu'il a exécutés, donc des corps de ces otages, est-ce que l'un dans l'autre, vous pensez que ces deux problèmes qui sont loin d'être résolus pourraient mener Israël à une reprise des combats dans les jours ou les semaines qui viennent? Il est clair que sur la question des otages qui sont morts, parce que tués par le Hamas, nous avons déjà un problème, dans la mesure où il fallait évidemment s'attendre à ce que le Hamas fasse tout pour violer l'accord, et puis utilise cette torture émotionnelle, je dirais, en rendant des cadavres qu'il sait ne pas être des cadavres israéliens. Il l'a déjà fait.
Mais le Hamas a une excuse ou un prétexte qui est de dire, nous ne savons pas exactement où sont tous les cadavres israéliens, parce qu'il y a de nombreuses ruines dans la bande de Gaza. C'est pas de notre faute. Ouais. Voilà, donc on va entrer dans une période de véritable torture psychologique par le Hamas. À quel point est-ce que les Américains vont se montrer fermes en rejetant les explications du Hamas? Et quand est-ce qu'ils vont dire, oui, effectivement, là c'est difficile de trouver un tel et un tel? On rentre dans une zone grise. On rentre dans une zone grise et la question est de savoir, au bout d'un moment, si d'ici quelques jours ou quelques semaines, le Hamas ne rend pas tous les otages tués, est-ce qu'Israël déclarera que de son point de vue, le cessez-le-feu est suspendu? On ne sait pas. Encore une fois, là, la position de Donald Trump sera déterminante dans la mesure où si Trump décide qu'on peut passer à la phase suivante, on passera à la phase suivante parce que c'est très difficile aujourd'hui, voire impossible, pour le Premier ministre israélien à ce stade de dire non au président américain. Alors justement, de manière plus large, au-delà de ces deux écueils qui sont loin d'être surmontés, la rétention des corps des otages et surtout le désarmement du Hamas, pensez-vous que tous les autres objectifs sécuritaires et surtout civils et socio-économiques de la reconstruction de la bande de Gaza qui ont été évoqués dans cet accord de la semaine dernière, en un mot, l'effet Trump, si vous voulez, sur cette guerre, est-ce que ça va pouvoir se poursuivre, se continuer dans la région lors des prochains mois et en surmontant, y compris c'est pas seulement une question de mois, puisque quand on parle de reconstruction de Gaza et de réaménagement de la société et l'économie de Gaza, c'est une question d'années. Est-ce que vous pensez que si toutefois ces deux écueils sont surmontés à leur manière, soit par une concession israélienne, soit par le fait que Trump accepte et comprend que l'accord n'a pas été respecté par le Hamas. Est-ce que, en ce qui concerne les autres objectifs, l'effet Trump va se poursuivre dans la région? Vous savez, Trump est maintenant au pouvoir depuis plus d'un an, donc il a encore un peu moins de 3 ans au pouvoir. Et donc, d'un autre côté, pour la bande de Gaza, vous avez parlé de plusieurs années, je pense on peut parler de plusieurs décennies pour la reconstruction de ce territoire. Et avec quel type de gouvernement? Pour l'instant, Trump est, comme on dit en anglais, on a high, c'est-à-dire qu'il se sent vraiment porté par l'histoire, la popularité, la façon dont il a été reçu en Israël, le sommet de Sharm el-Sheikh, mais peut-être qu'à un moment donné, il perdra son intérêt dans cette région s'il voit que les choses n'avancent pas. Vous savez, il avait promis d'arriver à la paix en Ukraine d'ici quelques jours après son intronisation, et puis maintenant il a perdu tout intérêt dans cette question. Donc avec lui, on ne peut jamais savoir. Est-ce qu'il va véritablement s'investir dans ce dossier ou non, ou bien décider à un moment donné que cela n'intéresse plus, étant entendu qu'encore une fois, les sommes requises pour reconstruire Gaza sont énormes. À quel point les pays arabes voudront mettre la main à la poche, alors qu'encore une fois, cela dépendra aussi de quelles sont les forces politiques qui prennent le dessus dans la bande de Gaza. On parle de technocrates, etc., de la diaspora palestinienne, mais n'oubliez pas qu'il y a là des conflits d'intérêts au sein du monde arabe. C'est-à-dire que les Émirats arabes unis et le Bahreïn ne veulent pas des frères musulmans. Le Qatar et la Turquie veulent les frères musulmans. Donc, les Émiratis ne vont pas investir des milliards pour permettre au Hamas et aux frères musulmans de reprendre le dessus politiquement dans la bande de Gaza. Donc, les investissements extérieurs dépendront de l'évolution politique sur le terrain. Ajoutez à cela qu'en ce qui concerne les pays européens, là aussi, en Europe aujourd'hui, vous avez des déficits budgétaires énormes dans de nombreux pays, en particulier la France, alors même que les gouvernements européens sont sous une pression énorme des États-Unis pour augmenter leur budget de défense. Donc l'Europe aujourd'hui, l'Union européenne et les principales économies européennes n'ont pas d'économie supplémentaire, je dirais aujourd'hui, ou de trésorerie pour investir beaucoup d'argent dans la bande de Gaza. Et donc il y a de nombreux points d'interrogation sur les sources financières de cette reconstruction et, comme je l'ai dit, sur l'évolution politique qui déterminera également les sources de financement. Alors, ultime question, puisque nous arrivons presque au terme du temps qui nous est imparti. Que pensez-vous, quelle est votre analyse, en quelques mots, du discours historique
il faut le dire, assez dithyrambique de Donald Trump devant la Knesset la semaine dernière, le jour même de la libération des otages, le veille de Simchat Torah. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, il était très fidèle à son image, mais d'aucuns ont qualifié justement ce discours de tout à fait important. Est-ce que c'est votre avis, à vous? En fait, il y avait deux discours. Il y avait le discours écrit, qu'il a lu plus ou moins, et puis il y avait son propre discours qui a rajouté plus d'une heure à l'original, Oui. qu'il devait lire sur les téléprompteurs. Et en réalité, il a fait un show, il a fait un stand-up show. Il a parlé pendant, je crois, 1 h 15 off the script, c'est-à-dire l'essentiel de ce qu'il a dit n'était pas dans le discours. Il a fait des transgressions incessantes qui, en fait, j'ai dit, c'était vraiment le Trump de sa série télévisée The Apprentice, c'est-à-dire c'était vraiment du showbiz. Et encore une fois, très dithyrambique, avec beaucoup de superlatifs. La chose la plus importante de l'histoire, le meilleur secrétaire d'État de l'histoire des États-Unis, le plus important accord de l'histoire de l'humanité, enfin ce genre d'expressions qui, franchement, ne sont tout simplement pas sérieuses. Si vous voulez, il y a beaucoup d'hyperbole. Mais, encore une fois, c'était plus, je dirais, l'importance de sa présence, en fait. Pardon ? Sa présence à la Knesset. C'était moins le contenu que le fait qu'il y avait un message pour le monde arabo-musulman. C'était, oui, je viens à Sharm el-Sheikh et nous allons parler de paix régionale, mais regardez, je soutiens Israël à fond. Regardez le soutien que je donne à Israël. C'était ça le message important. C'était de bien dire au monde arabe et également aux pays occidentaux. Les États-Unis sont à 100% derrière Israël. Même si on n'est pas d'accord sur tout, même si, comme il l'a dit, oui, au bout d'un moment donné, j'ai dit à Bibi, il fallait arrêter la guerre. Mais toutes les armements qu'il m'a demandé, je lui ai donné. Je ne savais même pas que ça existait, comment ça s'appelait. Je lui ai tout donné. Mais d'un autre côté, quand je lui ai dit il faut arrêter, il a arrêté parce que voilà. Donc, si vous voulez, et puis bien entendu de parler longtemps du bombardement américain très précis contre Fordo en Iran pendant l'opération Rising Lion, n'est-ce pas, en juin. Donc, le message était de dire, c'est moi le patron. Sachez, monde arabe et monde occidental et monde en général, que les États-Unis ont une capacité militaire que personne n'a. Et regardez ce qu'on a fait avec les B-2 en Iran. Ce qu'Israël me demande, je lui donne, jusqu'à une certaine limite. C'est quand je dis aux Israéliens arrêtez, ils arrêtent. Ils sont à mes ordres, mais je leur ai tout donné. C'était ça le message. Et je pense que ce message est important parce que cela montre bien au monde arabe que, eh bien, à la fois, ils ne peuvent pas compter sur une administration américaine qui va lâcher Israël, mais d'un autre côté, ils savent que cette administration, tout en soutenant complètement Israël, peut aussi mettre des limites, met des limites. Et je pense que psychologiquement, cela a non seulement contribué, comme on l'a dit tout à l'heure, à l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas, mais ça peut contribuer également à l'élargissement du processus de normalisation dans la région. Eh bien, merci beaucoup pour le temps que vous avez consacré aux auditeurs du Studio Kalita et merci pour vos analyses. On se retrouvera avec nos auditeurs dans 2 semaines pour notre prochain magazine. Au revoir et shalom. Merci.